Bienvenue dans ce nouveau numéro de Droit de Cité. Mon invité du jour sera Jean-Marie Kassamba, le directeur de Télé 50 et président de l'Union de la presse congolaise à Kinshasa. Merci d'avoir choisi de regarder Droit de Cité. Bienvenue dans Droit de Cité. Mon invité du jour est M. Jean-Marie Kassamba, le président de l'Union de la presse congolaise à Kinshasa et directeur fondateur de la chaîne de télévision Télé 50. M. Kassamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Et vous-même? Moi, très bien. Je suis dans Paris depuis plus d'une semaine maintenant. Je me sens bien, en forme. Sportif. Ce matin, j'ai fait quelques pas de footing dans le quartier, jusqu'au bois de Boulogne, là-bas. Foch, Boulogne, Porte Dauphine, Frais. Voilà. Monsieur Kassamba, vous êtes à Paris, vous accompagnez le Premier ministre congolais, Monsieur Tshibala. Essayez de nous expliquer, puisque votre casquette en fait perturbe. Vous êtes le communicant de Joseph Kabila ou aujourd'hui vous êtes le communicant de son Premier ministre, M. Tshibala? Non, d'abord une précision, je ne suis pas venu accompagner le Premier ministre. Je suis venu à Paris, c'est un voyage prévu de longue date. Ça coïncide avec la présence de notre Premier ministre ici à Paris. Alors, comme depuis Kinshasa, depuis qu'il a été nommé, comme les autres, qui travaillaient donc nommés par son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, depuis Matata Mponyo, Sami Badibanga et aujourd'hui Bruno Tshibala, eh ben, je les aide pour communiquer, pour avoir une certaine traçabilité de ce qu'ils font. Et je profite donc de ces déplacements ici à Paris pour rendre beaucoup plus concret sa communication, comme je l'ai fait déjà depuis le pays, avec l'équipe qui est mise à sa disposition au Congo. Mais je suis au service du pays. Et le pays est dirigé par un homme qui s'appelle Joseph Kabila, président de la République. Vous êtes au service du pays, mais votre casquette, c'est bien être directeur d'une chaîne d'information. Comment réussissez-vous à expliquer cette cohabitation que vous réalisez avec la promotion de l'action politique et la délivrance d'une information objective et libre? Non, d'abord je précise que je n'ai pas que cette casquette-là. Si vous voulez que je vous apporte quelques précisions de ce que je fais, depuis que je suis rentré dans mon pays, moi je ne travaille que dans la communication. J'enseigne dans l'enseignement supérieur à l'École nationale d'administration de notre pays. C'est la 3e promotion. Depuis 7 ans, j'enseigne à l'UZIPA. C'est une école supérieure d'informatique. Je donne des conférences, que ce soit dans les universités ou dans les instituts supérieurs. J'ai créé et je dirige l'espace 50 qui comporte Télé 50, Radio 50 et tout l'espace multimédia. J'ai été élu président de l'UNPC Kinshasa, c'est-à-dire l'Union de la presse nationale à Kinshasa, et j'assure la visibilité de la communication, ou plutôt de la reconstruction de notre pays, depuis 2006. Monsieur Kassamba, ma question est toute simple. Oui. C'est d'essayer de s'imaginer, vous qui êtes parisien, alors on est en France, le directeur d'une chaîne comme TF1 ou LCI se retrouve en même temps à faire la promotion du président français Emmanuel Macron. Pensez-vous que c'est réalisable dans un pays comme la France? Alors je vous explique. Effectivement, vous parlez d'Emmanuel Macron. Vous savez comment il a été élu? Il a bénéficié du support extraordinaire des médias. Écoutez tout simplement ce qu'a dit Marine Le Pen ou tous les autres candidats. Le couple Lagardère, moi j'ai déjeuné hier avec l'un des patrons du Monde, il nous explique effectivement que Macron c'est le produit de la communication. Et cette communication, c'est géré par qui? C'est géré par Bolloré, c'est géré par Martin Bouygues, c'est géré par tous ces patrons de presse. Mais on n'a pas un directeur de médias qui fait la promotion de la vente de Rafale et on n'a pas un directeur de médias qui fait la promotion de comment s'appelle du TGV qui serait vendu en Chine ou au Maroc. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas informé comment ça marche. Dites-nous qui est ce directeur de médias qui le fait. Si vous vivez en France, je vis en France. Il faut que vous sachiez que les médias français sont au service du rayonnement de la France à travers le monde. Vous prenez ne serait-ce que Radio France Internationale ou France 24, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, tout ce qu'ils font, c'est promouvoir l'industrie française,
la culture française, la politique française, avec ses Restons dirigeants. sur les personnes. Là, on a affaire à un directeur de médias qui est... Oui, mais ces médias sont dirigés par qui? Oui, non, mais qu'on se comprenne bien. Est-ce que vous savez comment David Pijodas a été remercié de France 2? Pourquoi? Patrick Poivre d'Arvor, il a été remercié. Pourquoi? Lorsque vous avez un dirigeant ou un responsable de médias qui est en contradiction avec la politique ou avec les responsables politiques, il est remercié illico presto. Et donc, ces débats que vous dites, oui, en Occident, les médias ne sont pas au service du pouvoir, c'est faux. Je peux vous le dire par A plus B. Allez aux États-Unis, vous allez voir d'ailleurs en ce moment la crise entre Trump et les journalistes accrédités à la Maison-Blanche, ou avec CNN, etc. C'est sur base de ça. Ici en France, où les médias assurent la promotion de la France et de son rayonnement, où ils font le contraire et ils ne sont plus dans la bonne grâce. Et donc, nous ne faisons que parler du pays, la République démocratique du Congo, et de ses institutions. Et la première des institutions est le président de la République, incarné par Joseph Kabila. Point à la ligne. Tout journaliste qui épouse une cause ou défend une cause politique quitte normalement son métier de journaliste. Mais ça n'a rien à voir. Je vais de vous donner le cas de... C'est ce que vous êtes. Est-ce qu'il a quitté la profession, professeur Sérillon? Mais il n'exerçait plus. Je peux vous donner tous les journalistes... Bruno Roger Petit qui vient d'être nommé, il n'exerce plus. Attendez, ne soyez pas, comment dire, innocent. Audrey Pulvar n'exerce plus. Ne soyez pas innocent. Anne Sinclair n'exerce plus. Je vous dis, ne soyez pas innocent. Je vous dis tout simplement que tout média, quel qu'il soit, la preuve, BFM, c'est là où on ne se comprend pas, M. Kassamba. Oui. C'est que vous parlez d'une entité médiatique et moi je vous parle de votre personne. Votre personne, c'est-à-dire que vous, en tant que journaliste, directeur d'un média, comment conciliez-vous vos activités de directeur de média et une activité de promotion de l'activité des actions d'un gouvernement ou du chef de l'État congolais? Alors, je peux même vous rassurer que à force d'avoir vécu ici pendant longtemps, après avoir exercé, j'exerce d'ailleurs dans tous ces milieux, tous les journalistes ici à Paris, le grand d'ailleurs qui se le disent, eh bien, ont toujours des casquettes des conseillers en communication de tel chef d'État, des supports de communication de tel chef d'État, etc. Et nous nous connaissons tous dans les conférences de presse, dans les voyages de presse, dans les livres qui sont publiés. Et aucun d'entre eux n'a démissionné. Et je peux vous en citer. Céline André Mirado, paix à son âme, me disait toujours, être un bon journaliste, c'est être consulté par les politiques. Un bon journaliste qui n'est pas en contact avec les politiques, eh ben, il n'a pas d'influence quelconque. Et donc, c'est une petite hypocrisie de ceux qui pensent qu'on peut être efficace au devant de la scène sans pour autant avoir des bons rapports et travailler surtout pour son pays. Moi, j'ai travaillé pour la République démocratique du Congo et des institutions de la République. Vous avez parlé de Bruno Tshibala, il est Premier ministre de la République, il a été remplacé il a remplacé Badi Banga, eh ben, j'avais contribué à sa nomination, eh ben, la même chose pour Matata Mponyo, excellent Premier ministre, à son époque, j'ai travaillé avec lui. C'est ça, être un patriote, c'est travailler pour votre pays, apporter ce que vous savez faire pour le rayonnement de votre pays, pour l'image de votre pays. Tous ceux qui font ces petits débats, que ce soit sur Internet ou je ne sais pas où, ce sont des hypocrites. Pourquoi ils sont hypocrites? Parce qu'ils passent le plus clair de leur temps à chercher des contacts. Le plus clair de leur temps à vouloir entrer en relation pour proposer tel ou tel service avec ces mêmes officiels, avec ces mêmes ministres. Beaucoup viennent me voir d'ailleurs à ces sujets. Et donc, moi je le fais sans hypocrisie et surtout avec beaucoup de détermination. C'est ce qui fait que les gens trouvent que M. Jean-Marie Kassamba, il a fait un peu trop. Non, j'en fais pas trop. Je suis juste moi, naturel, patriote, nationaliste, et j'aime bien mon pays et je le sers avec le peu de moyens que j'ai. Alors parlons du Congo et du sujet qui reste et qui domine l'actualité congolaise. Oui. Il s'agit des futures élections, surtout l'élection présidentielle qui est prévue normalement selon l'accord du 19 décembre 2016. Non, 31. Du 31, pardon, selon l'accord du 31 décembre 2016, c'est qu'il doit y avoir une élection avant décembre 2017. Alors, vous qui êtes promoteur du Congo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Vous êtes un peu en retard et avec un petit mélange un peu dans votre questionnement. Je vous rafraîchis la mémoire, tout simplement.
Les élections étaient prévues chez nous après les mandats de toutes les institutions électives. Ça part de députés provinciaux, députés nationaux et présidence de la République. On est arrivé à échéance. Avant d'arriver à échéance d'ailleurs, le président de la République avait proposé à son époque, en 2015, qu'il y ait un dialogue pour qu'on évite des écueils, des petits problèmes qu'il y a eu en 2006, en 2011. Beaucoup ont tergiversé par rapport à cela et on est arrivé à faire un dialogue avec Etienne Tshisekedi et les autres. Ce dialogue a pondu le 18 octobre de l'année dernière un gouvernement avec un accord. Cet accord a été complété par celui de la Saint-Sylvestre du 31 décembre l'année dernière, qui disait quoi, grosso modo, que durant cette année 2017... Une année de transition. Oui, on allait organiser les sessions avec un gouvernement, les conseils des sages et la CENI. D'où ma question. Oui, mais je vais vous rafraîchir la mémoire pour que vous puissiez comprendre. Vous refaites l'histoire. Maintenant, pour gagner du temps, oui. Juste vous répondre à ma question. Où en sommes-nous? Allons-nous avoir des mais on est en plein 2017? processus. Pourquoi on est en plein processus? Il était prévu qu'on puisse enrôler, parce que pour qu'il y ait élection, il faut qu'on puisse avoir des électeurs. Enrôlement plus de 40 millions. Sauf au Kasaï, on a commencé il y a à peine une semaine, Kasaï, chez moi, parce qu'il y a eu des violences orchestrées par ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Dès qu'on aura terminé l'enrôlement des Kasaïens, l'Omami et un peu partout, on va maintenant attaquer la diaspora. Parce qu'on est ici à l'étranger, la diaspora doit absolument participer au vote. C'est aujourd'hui constitutionnel. Autrement dit, ça a été voté au Parlement. Attendez, je vais vous poser une question. Oui, mais laissez-moi vous répondre à la question. Vous parlez de la diaspora et de l'enrôlement de la diaspora. Oui. Comment la CENI va-t-elle réussir à enrôler l'ensemble des Congolais éparpillés un peu partout dans le monde? En travaillant avec nos postes consulaires, nos diplomates. Qui sont installés, bien évidemment, il y a un budget. Et le budget c'est quoi? C'est le même budget qui a été voté par le Parlement, complété par les concours de la communauté internationale. C'est ces budgets-là. D'ailleurs, ceux qui parlent beaucoup élection, ils ne savent même pas combien ça coûte et d'où viendrait l'argent. Et donc, il faut enrôler les Kasaïens qui restent, donc ça va s'ajouter aux 40 millions, plus la diaspora. Et donc, quand on aura terminé cet enrôlement, il faut maintenant qu'on passe au Parlement pour que le Parlement vote ce qu'on appelle la loi électorale qui va répartir les sièges à travers la République, suivant les circonscriptions, y compris l'extérieur du pays. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle l'identification, c'est-à-dire qu'on va poser des candidatures, des contestations, après acceptation, campagne électorale, et il y aura élection. Donc toutes ces phases-là comprises, je ne pense pas que ça va se faire cette année. Il y a un mécanisme. L'option a été déjà levée, tout le monde s'est déjà exprimé, l'Union africaine, la SADC, même les Nations Unies. On n'est plus là aux élections cette année, c'est déjà fini, on sait qu'on le fera l'année prochaine. Et c'est même pas l'élection présidentielle seule, parce que d'après la Code Saint-Sylvestre, c'est les élections couplées le même jour, législatives et présidentielles. Revenons sur vos propos, M. Kassamba. On va d'abord insister un peu sur la diaspora, oui. Parce que le ministre délégué aux Affaires étrangères et en charge des Congolais... Emmanuel Ilunga, avec lequel je parlais ce matin d'ailleurs. D'accord. Dans une interview, il précise que, en fait, la diaspora ne pourrait être enrôlée que dans des grandes capitales. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura une sélection... Pas sélection, il y aura des pays, les gens vont se rapprocher suivant leur circonscription d'habitation pour se faire enrôler, tout simplement. Et je précise que une précision des tailles s'impose quant à la diaspora. La plupart des gens qui font beaucoup de bruit d'ailleurs ont la double nationalité, comme moi. Et ils savent bien que la constitution actuelle interdit à ceux qui ont la double nationalité de se présenter aux élections. Autrefois, beaucoup venaient, ils contournaient cette disposition constitutionnelle, obtenaient les passeports nationaux et les papiers nationaux, se présentaient aux élections. Parfois, beaucoup sont élus, et beaucoup d'ailleurs font du bruit en ce moment dans l'opposition. Attendez que je vous dise. Maintenant, si on ne change pas la constitution, on restera à la case départ, c'est-à-dire tous ceux qui faisaient toujours du bruit pour participer resteront toujours en dehors de la machine. C'est pour ça que moi j'ai toujours prôné la modification de la Constitution pour qu'on puisse insérer dans notre texte la double nationalité pour que les gens qui ont d'autres papiers puissent
prétendent participer aux élections. Mais la même diaspora, M. Kassamba, vous répond Oui. en vous disant qu'ils sont partisans, ils sont d'accord De sur quoi? l'idée de modifier la Constitution. Oui, d'accord. Mais Oui. après l'élection présidentielle qui verra... Mais pourquoi vous autre pensez que président dans un pays, tout tourne seulement autour de l'élection présidentielle? Il y a même des candidats qui sont candidats à l'élection présidentielle dont vous voulez vous mystifier là, et qui ont double ou triple nationalité. Moi, je vais vous en citer. D'accord, mais... Et comment ils vont faire? Monsieur Kassamba, là, la question... Comment ils vont faire? La question, selon une... Si on ne change pas la Constitution, le candidat X, Y, que je vous donnerai le nom tout à l'heure, ils ne seront pas candidats. Poser ma question. Oui. Une large partie de la diaspora, Oui. comme vous dites, qui aurait pris la double Qui aurait, nationalité, qui a. Finalement, est d'accord avec l'idée de modifier la Constitution pour D'accord. qu'elle puisse voter demain. Oui. Mais la première interrogation, c'est de souhaiter un changement avec une transition et un nouveau président. Mais vous êtes en train de tout mélanger. J'ai dit ceci. Pour qu'il y ait élection et que la diaspora puisse participer à une élection, il faut la modification de la Constitution. La diaspora accepte de se sacrifier pour cette élection. Ah, vous voulez qu'il n'y ait pas modification de la Constitution? Qu'on aille quand même aux élections? Alors, si on va aux élections... Les voix qui s'expriment oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Si on va aux élections sans modification de la Constitution, beaucoup de candidats, parmi lesquels d'ailleurs ceux qui font beaucoup de bruit en ce moment, que moi je connais, qui ont double, triple nationalité, ne seront pas candidats. Monsieur Kassamba, oui. La diaspora accepte de se sacrifier et de laisser passer les prochaines élections présidentielles, la prochaine élection présidentielle, pardon, oui. Et de pouvoir voter plus tard. Donc, où est le problème? Alors, le problème est simple. Il faut que les gens le sachent maintenant. Si on va aux élections sans modification de la Constitution, Moïse Katoumi ne sera pas candidat, Sindika Dokolo ne sera pas candidat, Mukwege et même d'autres. Parce qu'ils ont d'autres nationalités. Et on le sait, et c'est de notoriété publique. Et donc, ce n'est pas la peine de s'agiter pour dire non, on veut seulement aller aux élections vite, 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 sans savoir qu'il y a un certain nombre de dispositions qui font que, eh ben, si on va dans les conditions actuelles, beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit ne le seront pas. Et là, on va dire, ah, on exclut les candidats, c'est pas possible. Non, c'est ça la Constitution. Beaucoup étaient dans l'hypocrisie pendant qu'ils étaient gouverneurs, pendant qu'ils étaient ministres, pendant qu'ils étaient ceci, qu'ils étaient députés. Moi, j'en connais plein. Maintenant qu'on parle carte sur table, eh ben, ceux qui vont se présenter aux élections sans pour autant qu'il y ait modification des constitutions, eh ben, il y aura des Congolais qui vont s'opposer et qui vont pouvoir aller saisir les tribunaux pour dire tel ne peut pas être candidat parce qu'il ne respecte pas la Constitution. Et la loi électorale l'interdit. Permettez-moi. Alors, toujours dans le cadre des élections, la CENI fait la promotion aujourd'hui et invoque en fait la possibilité de réaliser de vote électronique. Oui. Alors, comment expliquez-vous dans un pays qui souffre de manque d'électricité, des infrastructures défaillantes, comment allez-vous réussir à mettre en place des infrastructures, le vote électronique? Mais vous ne connaissez pas le Congo? Je connais le Congo. En 2006, en 2011, on a organisé les élections, les données étaient transmises par satellite. Il y a des télévisions aujourd'hui qui fonctionnent chez nous avec satellite. Il y a la téléphonie, il y a les groupes électrogènes. Il y a les solaires. Donc vous allez équiper, les 30 000 bureaux de vote qui seront mis en place par des groupes électrogènes. Mais le processus électoral qui s'est fait en ce moment, on a déjà enrôlé 40 millions de Congolais à travers l'ensemble du territoire. Ça a commencé sud Bangui jusqu'à Kinshasa, partout. C'est fait de quelle manière? Les kits, ça fonctionne comment? Comme vous le dites si bien, c'est fait de quelle manière? C'est fait par portion de la population. Mais là, on parle d'une élection, d'une journée. En 24 heures, vous allez réussir à équiper tous ces... en 2006-2011, c'est le même pays? Ça n'a pas changé? Le vote électronique n'est pas sujet à la tricherie. Mais ça a été créé par qui? Aux États-Unis, on a voté électroniquement. On a parlé de tricherie aux États-Unis. La tricherie est mondiale. Donc la RDC peut aussi... J'ai dit la tricherie est mondiale. Alors. Donc la RDC peut aussi aller dans le sens de la tricherie. Dit, quand vous dites qu'aux États-Unis il y a eu tricherie... On a parlé de tricherie, je n'ai pas dit qu'il y a eu... contre Gore, vous vous rappelez? On a parlé de tricherie, mais je n'ai pas affirmé. C'est qu'il y a eu. C'est qu'il y a eu. Ça c'est vous qui l'affirmez, M. Kassamba. Je vous dis, si on a dit qu'il y a eu tricherie, Bush contre Gore,
On a parlé du Kenya, d'ailleurs, on vient d'annuler l'élection. On a parlé en Guinée, en Gambie, par exemple, on avait triché d'ailleurs l'élection. Donc, moi je peux vous dire, si chez nous on adopte l'élection avec électronique, moi je ne suis pas très partisan, ça peut faire des économies, mais why not? Ce sont les Congolais qui doivent valider. Mais ces machines, ce sont les Occidentaux qui les ont créées, ce n'est pas les Congolais. Alors, Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement Côté Limité, a lancé un appel à l'ensemble. Côté Limité. Il y a plusieurs rassemblements. Alors permettez-moi de dire, donc le rassemblement L limité a lancé, je voudrais juste formuler ma question, a lancé donc un appel à l'ensemble de l'opposition congolaise pour une union contre le président Joseph Kabila. Vous qui êtes un communicant du pays et du président Joseph Kabila, qu'est-ce que vous pensez de cet appel? Non, je ne crois pas trop. Je vais vous dire pour X raisons. Vous savez, Genval, ça fait partie de l'histoire, ça. C'était la personne d'Etienne Tshisekedi avec un peu le réseau Soros qui avait concocté tout ça. Tout ceci a volé un éclat depuis longtemps. Mon frère Félix, bon, il est resté un peu pathétiquement ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez maintenant, il y a les Mukwege qui parlent, il y a les syndicats qui parlent, il y a les Katumbi qui parlent, etc. Non, tout ceci est un peu réducteur. Moi, je conseillerais, je l'ai toujours dit d'ailleurs, que Félix Tshisekedi enterre son père. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut qu'il essaye d'organiser les congrès du parti pour avoir une certaine légitimité. Parce que jusque-là, un parti sans congrès, sans structure, ça fait un peu désordre. Et puis troisièmement, il faut qu'il y ait la modestie d'apprendre à faire la politique, enfin apprendre la politique. Vous savez, moi, l'IDPS que je connais, j'ai mon frère à moi qui a fait 25 ans ou 30 ans de l'IDPS. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un peu le reliquat. Mais vous qui connaissez... C'est bien parti avec les 13 parlementaires, avec l'IDPS, tout ce qui reste aujourd'hui, c'est un peu l'émiettement. Mais M. Kassamba, vous qui dites connaître l'UDPS, vous avez fait même vos classes politiques, on peut le dire, au sein de l'UDPS. Non, je n'ai pas fait les classes politiques. J'ai dit, j'étais... mon frère, par contre, était représentant, l'un des représentants de l'IDPS en France. Mais moi, j'avais beaucoup de sympathie pour Etienne Tshisekedi parce qu'il y avait, on dit, des idéaux. Mais alors, et ces idéaux, je les partageais parce que j'étais contre la dictature. D'accord, mais en même temps, il vous est reproché d'avoir instrumentalisé, maltraité M. Tshisekedi via votre média Télé 50. Vous avez communiqué à outrance sur la maladie de M. Etienne Tshisekedi. C'est ça qui vous est reproché, d'avoir instrumentalisé, voilà le terme exact, la communication sur la maladie de M. Etienne Tshisekedi. Mal informé. Vous êtes vraiment mal informé. Non, excusez-moi. Et je vous remets en place, M. Moussanji. Essayez. Je suis journaliste. Je ne connais pas, à travers le monde, un leader politique qui est un homme public sur lequel on ne communique pas. Communiquez-vous sur les bulletins de santé du président Joseph Kabila? Bien sûr. Sur Télé 50. Le président Joseph Kabila, les 30 juin dernier, était grippé. Il n'a pas pu faire le discours. Je l'ai mis sur Télé 50. Le chef de l'État ne peut pas faire le discours parce qu'il est grippé. Pourquoi vous sacralisez les choses? N'est-ce pas là plutôt la raison officielle qui a été invoquée? C'est un être humain, il était malade. C'était plutôt une raison officielle. Non, il était grippé, malade. 2 jours après, il s'est senti bien, la grippe. C'est une affirmation de Télé 50, mais pas une affirmation médicale. Il était grippé. C'était pas une affirmation médicale, M. Kassamba. Il s'est senti bien, il est parti à Addis Abeba et tout le monde l'a vu. Et Tshisekedi, c'était un secret de polichinelle, qu'il était malade depuis longtemps. Il venait se faire soigner, etc. C'était un homme public. Eh bien, on a donné l'information qu'il était malade. Et quand moi-même je disais qu'il était vraiment malade, il fallait le laisser se reposer, les gens disaient non, non, il est en forme, etc. Ils l'ont tué pour rien. Si on l'avait laissé se reposer, il serait encore là parmi nous. Alors c'était un acharnement. Il faut plutôt condamner ceux qui ont utilisé Tshisekedi à mauvais escient. Aujourd'hui, ils sont en train de marchander même son corps. C'est honteux. Mais dans les reproches qui vous est faits, M. Kassamba, vous avez été aussi indexé par les journalistes membres de l'Union de la presse congolaise à Kinshasa, lorsque vous aviez
interdit ou en tout cas fait passer une note auprès de ces journalistes comme quoi il leur serait impossible de communiquer sur les résultats de l'élection présidentielle au Congo-Brazza. Ça c'est déontologique ça monsieur, c'est professionnel. Moi je suis un professionnel. Un journaliste ne communique pas sur les rumeurs. Un journaliste attend des sources fiables, officielles, pour communiquer. Ce n'était qu'un conseil du président que j'étais. Non, vous aviez dit qu'il s'exposait à des... J'ai expliqué à mes collègues journalistes, en tant que leur président, que comme je suis toujours là pour les défendre lorsqu'ils sont poursuivis pour diffamation, propagation des fausses nouvelles, et qu'il faut attendre que les institutions officielles publient les résultats officiels pour que vous puissiez vous exprimer. Point à la ligne. Et c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, on est en France. L'élection française se passe au mois de mai. Oui. Mais les Belges ou les Suisses publient les résultats à 18h. C'est bien d'avoir parlé de la France. Bien sûr. Est-ce que vous savez qu'en France, 24 heures avant, attendez monsieur, 24 heures avant, lorsque la campagne électorale se termine, silence radio, tout le monde. Pour les médias français. Tout le monde. Les médias. J'ai dit tout le monde. Médias, quels que soient les médias installés sur le sol français, interdits. Oui. Ensuite, on n'attendra que 20 heures lorsque le ministère de l'Intérieur. Mais là, on est dans le cadre d'une élection qui se passe au Congo-Brazzaville. Oui, alors? Et donc, ce sont les médias du Congo-Brazzaville qui font silence pendant 24 heures. Il ne s'agit pas des médias du Congo-Kinshasa et encore moins, c'est l'exemple que je viens de vous donner, c'est-à-dire que en France, il y a la Belgique et la Suisse qui donnent des estimations le jour J à partir de 18 heures. On dit des estimations, ça s'appelle de la spéculation. Mais c'est délivré à partir de 18 heures. Un journaliste ne spécule pas avant qu'on puisse communiquer que Macron avait gagné. Mais on n'empêche pas les journalistes belges ni les journalistes suisses de communiquer dessus. Mais je ne connais pas un seul média belge ou suisse qui avait dit que Macron avait gagné avant 20 heures. Ah si. La Libre. Non, si. Je pense pas. La Libre. Bon, la Libre et le soir. Le plus important est de protéger mes journalistes. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais raison. Vous êtes de la génération qui a très bien connu le maréchal Mobutu et il y a 2 jours, on a commémoré les 20 ans de sa disparition. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, du maréchal Mobutu et en comparaison avec le président Joseph Kabila, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Mobutu était un dirigeant congolais découvert par Lumumba, qui a été installé par les Américains parce que Lumumba, il fallait le neutraliser parce qu'il était trop nationaliste. Au début, il avait des bonnes idées. Lorsqu'il y avait beaucoup de la manne laissée par les Belges, etc., il a commencé à commettre des bêtises en 1972-74, lorsqu'il a zaréanisé, et il a plongé notre pays dans une gabegie et une dictature sans nom. Moi, je suis victime, et comme beaucoup d'ailleurs, du mobutisme. Mais comparativement à Joseph Kabila, ça n'a rien à voir, parce que Kabila aujourd'hui a apporté de la démocratie dans notre pays. Beaucoup de gens s'expriment aujourd'hui parce qu'il y a un président qui tolère tout ça. Ensuite, pensez-vous réellement que le Congo est un pays démocratique? Alors que la majorité le nombre de partis politiques, monsieur, ne laisse pas... Citez-moi quelqu'un qui est empêché de s'exprimer au Congo. Félix Tshisekedi, vous venez d'en parler. Moïse Katumbi est empêché de s'exprimer au Congo. Syndicat Ndokolo est empêché de s'exprimer au Congo. Le bâtonnier Mouyambo est empêché de s'exprimer au Congo. Diomi Ndongala est empêché de s'exprimer au Congo. Ils sont nombreux. Franck Diongo est empêché de s'exprimer au Congo. Alors je vous recadre un tout petit peu. Un état de droit fait respecter aussi la justice, fait respecter la loi. La démocratie ne veut pas dire la bérésina, ça ne veut pas dire la jungle où chacun fait ce qu'il veut, même ici en France. Du moment où vous vous comportez mal, comme Diomi Ndongala qui a violé les enfants, il doit être poursuivi. Dans un état de droit, M. Kassamba, dans un état de droit, M. Kassamba, une cour constitutionnelle prend une décision lorsque le quorum est constitué, n'est-ce pas? Oui, mais vous faites du juridisme sans maîtriser ce que dit la loi à la matière. Alors, essayez de m'expliquer, puisque apparemment, je ne maîtrise pas. Le président de la Cour constitutionnelle, avec
ses collègues, il y a des dispositions qui les autorisent à légiférer ou à prendre des décisions suivant tel ou tel quorum. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays à plusieurs reprises. Il faut lire la loi et les dispositions, ce qu'on appelle les règlements d'ordre intérieur de la Cour constitutionnelle. Monsieur Kassamba, la question aujourd'hui est d'essayer de comprendre et d'essayer d'éclairer plutôt sur la situation du Congo. Oui. Alors, lorsqu'on a dans un pays les mouvements citoyens qui sont bâillonnés, la Lucha, Filimbi, qui ont énormément de problèmes pour s'exprimer, est-ce qu'aujourd'hui on peut réellement considérer le Congo comme un pays démocratique ou, comme d'autres disent, oui, le Congo a démocratisé? Écoutez, est-ce que vous savez ce qu'on appelle les mouvements citoyens? Vous dites Filimbi, Lucha, etc. Leur existence, est due au réseau Soros qui finance les jeunes gens, malheureusement, pour déstabiliser leur propre pays. Ils n'ont même pas d'existence juridique. Ils ne reconnaissent même pas leurs institutions. Comment voulez-vous que dans un État qui se veut de droit, des jeunes, pour des raisons X, arrivent à se comporter de cette manière? Moi, j'ai beaucoup de peine pour notre jeunesse. Moi, j'enseigne, j'encadre, j'ai des collaborateurs qui sont jeunes. Quand je vois de la manière dont mes jeunes frères se laissent embarquer dans ces histoires, il y a d'ailleurs un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, que j'ai exploité d'ailleurs, je viens de rencontrer certains des auteurs de ce livre, qui me disent effectivement la manière dont ces jeunes gens sont manipulés à petits frais par des gens qui ont d'autres agendas pour notre pays. Ça, ce n'est pas de l'expression, c'est tout simplement de l'utilisation des jeunes qui ont parfois des ambitions légitimes, mais qui ne sont pas encadrés et orientés. Vous parlez de la jeunesse et de l'enseignement. Oui. Nombreux sur les réseaux sociaux contestent vos capacités à enseigner et contestent vos diplômes. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui... Mais je suis à Paris ici, papa. Moi, j'ai vécu ici 25 ans. Ils n'ont qu'à aller à l'Institut supérieur des commerces. Ils n'ont qu'à aller à la faculté des sciences des communications, les Valois Perret, c'est pas loin. Ils n'ont qu'à aller à l'école internationale des hautes études dans le 13e arrondissement. Mes collègues sont ici. Ils n'ont qu'à demander à François Soudan, il est encore vivant, à Ziad Biman, à Joseph Andjou. Mes collègues avec lesquels j'ai travaillé, j'ai été à l'école, sont ici. Moi, j'ai travaillé à Schlumberger, c'est ici à La Défense. Non, mais là, vous parlez de votre parcours professionnel, oui, mais votre formation initiale, puisqu'il vous est contesté. Dans la vie, à Radio France Internationale, à Télé Sud, dans tous ces médias, si vous n'avez pas été formé, tout ce que je suis en train de vous dire ici, ça sort de la tête de qui? Ce n'est pas une génération spontanée. Vous pouvez être un autodidacte. Je demande à mes étudiants si le vous pouvez être un autodidacte. Non, et c'est honorifique également. Mais quand vous venez dans mon bureau, mes diplômes sont affichés. On est dans un monde moderne. Et je parle sur un média et tout le monde est au courant. Ici à Paris, ici, je peux vous prendre et on se promène là où j'étais. Je fréquentais les métros où je montais, les restaurants où je mangeais. Alors, cette jeunesse que... Allez à Antony, allez à Rony-sous-Bois, rue Boissière, vous allez voir là où j'habitais quand j'étais étudiant. Monsieur Kassamba. Oui. Ou allez à Boubou, vous allez voir la pancarte d'étudiants lorsque je fréquentais pour aller faire des recherches dans les bibliothèques. Monsieur Kassamba, on a compris, on a bien compris. En face ici, avenue Marceau. On a bien compris que vous connaissez Paris. Oui, on a bien compris que vous connaissez Paris. Mais alors, dites-nous, monsieur. C'est un faux débat. Je précise une seule fois pour toutes, et il faut publier ça. Monsieur Jean-Marie Kassamba a un parcours un peu plus simple, mais c'est un homme qui aime ce qu'il fait, avec beaucoup de passion. Et on ne peut pas s'improviser journaliste, on ne peut pas s'improviser enseignant, on ne peut pas s'improviser président de l'UNPC, etc. Si vous n'avez pas des capacités pour le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, cette jeunesse âgée de 20 ans en RDC, que peut-elle espérer aujourd'hui? Un jeune qui a 20 ans aujourd'hui en RDC, que peut-il espérer? C'est quoi? Il rêve de quoi? Vous qui les côtoyez. Roger Moussangué, je suis très modestement l'un des modèles de notre société, à plusieurs raisons. Ici à Paris, votre génération, quand on parle profession journalistique, on regarde ce que nous avons mis ici ensemble, ici, à Paris. La première radio, Tabala FM,
Pierre Picard, ici. C'est Jean-Marie Kassamba et les autres. Bien sûr, il a quitté les autres. Donc cette jeunesse congolaise rêve de ressembler à Jean-Marie Kassamba. Absolument. Je vais vous parler de Télésud, je vais vous parler de RFI, je vais vous parler de tout ce qu'on organise ici à Paris. Et j'ai ramené cet esprit de modernisation, d'efficacité, d'excellence au Congo. J'ai trouvé la télévision congolaise dans quel état? Aujourd'hui, c'est la génération, très modestement encore, JMK. Dans un pays d'à peu près 70 millions d'habitants, cette jeunesse rêve de ressembler à Jean-Marie Kassamba. Mais il faut écouter mes étudiants, il faut écouter les jeunes journalistes, la manière de poser des questions, la manière de prester, la manière de... Oui, il y a une génération JMK. Il faut accepter quelqu'un lorsqu'il est vivant, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, quand vous regardez mes collaborateurs, j'en ai aujourd'hui presque 300. Ils sont enviés sur d'autres médias, ils sont copiés dans d'autres médias. Pourquoi? Parce que ce modèle que j'ai amené chez nous, ce modèle fait école. C'est ça ce qu'on appelle apporter quelque chose à son pays. Ce n'est pas rester devant un écran de télévision ou un écran d'ordinateur et essayer de vomir des méchancetés à longueur de journée. Ça ne sert strictement à rien. Il faut que l'histoire retienne de vous que vous avez été quelqu'un qui a amené quelque chose dans l'histoire de votre pays. C'est ce que Joseph Kabila a fait aujourd'hui, jeune président. Il a fait énormément de choses dans son pays. Et un jour, l'histoire dira des choses. Voici ce qu'a fait ce jeune président dans son pays. Il n'a même pas 50 ans aujourd'hui. Eh ben, il a laissé des marques. Il va en laisser. Pas des souvenirs de Mobutu qui a cassé l'économie, cassé la mentalité. L'homme congolais n'a même pas confiance en lui-même. Non. C'est ça, c'est que la jeunesse doit avoir comme modèle. Mais vous, président de l'Union de la presse congolaise à Kinshasa, quelles sont vos relations avec ces autres journalistes qui ont quand même épousé la cause de l'opposition? Est-ce que c'est notre métier d'épouser des causes? Vous avez épousé la cause du pouvoir. Moi, je défends le pays avec ses institutions. Donc, mais vous avez épousé le pouvoir. Aux collègues d'avoir des tendances, d'avoir des affinités. C'est humain. Mais moi, je suis leur président, je les encadre, je leur donne des conseils, etc. Mais ils savent que le président a toujours dit, faites votre métier dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Le plus important est de se préoccuper de l'image de votre pays, de l'image de votre profession. Parce que je vous signale bien que tout ce qui était un peu dans l'euphorie du 19 décembre l'année dernière, quand on est arrivé en décembre, en janvier, en février, nous sommes aujourd'hui quasiment à la fin de l'année, ils ont bien compris qu'on leur avait vendu du vent et beaucoup sont revenus à la raison. Le plus important, c'est la stabilité de notre pays, pas les affinités avec des individus qui passent. Restons sur les médias, puisque aujourd'hui il y a une difficulté pour les médias à survivre de leur travail. Comme partout. Comme partout, mais que prévoit l'UNPC? Comment vous, au Congo, vous essayez de résister face à cette pression qui fait qu'aujourd'hui, nombreux sont dépendants des acteurs politiques? Mais ce n'est pas tout le monde qui doit être journaliste, ce n'est pas tout le monde qui doit être patron de presse. La presse, c'est un métier, c'est une industrie, ça nécessite des moyens, des investisseurs. Moi, je ne suis pas pour qu'on ait 50 chaînes de télévision au Congo, autant de journaux, etc. Parce qu'il n'y a pas d'investisseurs. Bolloré ici ou Lagardère ou d'autres gèrent des médias parce qu'ils ont des moyens, des investisseurs. Turner aux États-Unis ou partout. Mais pour le Congo? Oui, mais pour le Congo, il faut qu'il y ait des capitaines d'industrie dans notre secteur médiatique. Et donc, moi, je conseille aux gens d'avoir, comme moi, de faire des montages financiers, d'avoir des partenaires. Je suis venu ici pour signer, entre autres, des partenariats, des diffusions avec Free, avec Dailymotion, etc. Je l'ai fait aux États-Unis avec Dish Network, en Afrique du Sud, à l'île Maurice. Et c'est comme ça que Télé 50 est visible dans le monde entier. Donc, il faut avoir une ouverture au monde et travailler comme un professionnel. Monsieur Kassamba, un dernier mot sur l'avenir de votre chaîne, Télé 50. Vous êtes sur, comment dirais-je, l'actualité en continu. Oui. Mais est-ce que... on fait de la production aussi. Voilà. On vient de lancer d'ailleurs le Télé 50 Prod avec Deo Kasongo, avec une belle salle qui vient d'être mise sur Kinshasa qui s'appelle Showbiz. On va faire beaucoup de spectacles. Je reçois énormément d'artistes sur Télé 50. Toutes les grosses pointures de passage chez moi passent à Télé 50. C'est une chaîne qui fait partie du paysage audiovisuel africain maintenant. Qui peut se passer Télé 50, modestement? Je ne pense pas.
Donc on fait notre bonhomme des chemins tranquillement. La dernière question serait plutôt de vous demander, doit-on également vous appeler comme d'autres vous appellent le yéménite? Oh, c'est très rigolo parce que ça m'amuse beaucoup quand les gens parlent des yéménites, c'est comme si tout ce que je sors d'intelligent, d'extraordinaire, de pertinent, et ils n'en apprennent pas quelque chose, c'est un second degré que j'avais utilisé à l'époque. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient un tout petit peu intelligents, ils auraient dû comprendre que quand les autres font semblant de mélanger l'Afrique à un seul pays, ou de penser que l'Afrique c'est un seul pays, eh ben, il faut leur faire comprendre que le Yémen, le traitement qui est réservé au Yémen, qui est réservé à d'autres pays, c'est assimilable à ce qui est réservé aux pays africains. Aimé Césaire ou d'autres Africains, quand ils pensaient de la cause noire, ils ne pensaient pas la cause noire en termes de géographie, ils pensaient la cause noire en termes de traitement. Les Noirs étaient brimés aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Afrique, dans les Caraïbes. Eh ben, moi, je raisonne mondialement. Je raisonne d'une manière de phénomènes géostratégiques. Je ne raisonne pas en termes de points. Ce second degré dépasse un certain nombre de gens, et lorsqu'ils font cette petite blague, je leur dis, si vous voulez un peu de leçons, venez, je vous en faire, des géostratégies. Merci beaucoup, M. Kassamba, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.